besoin. OK, d'accord. Donc, je vais partager mon écran et démarrer la session sans attendre. Aujourd'hui, nous allons vraiment faire l'effort de rester dans le timing, de rester dans le délai, de ne pas dépasser les 1h30 de travaux. Donc, nous avons d'abord, dans notre programme, nous allons aborder principalement 5 astuces, 5 fonctionnalités d'Excel. La première, ce sont les plages nommées. Nous allons découvrir ensemble ce que sont les plages nommées, en quoi ces plages nommées pourraient nous être utiles. Le deuxième élément que nous allons découvrir ensemble, ce sont les références de cellules extraordinairement utilisées quand nous avons des analyses, des calculs à faire. Bien évidemment, la présentation ne sera pas forcément linéaire. Donc, on peut commencer éventuellement par les références de cellules et finir par les plages nommées. Je pense même que c'est ce qui va se passer. Les graphiques Sparkline, on va découvrir un peu ce que c'est, à quoi cela sert et comment cela peut être utile. On va faire une confrontation des fonctions recherche V et index equiv, puis finir tout ceci par les mises en forme conditionnelles. Donc, principalement, ce sont les 5 points que nous allons aborder au cours de ce webinaire, au cours de la session du jour. Donc, on va faire vraiment l'effort de rester dans le timing et à la fin de la session, si vous avez des questions d'approfondissement, vous nous les poserez pour que nous puissions y répondre. Je me présente rapidement. Moi, c'est Andy Spero-Nyanwi. Je suis expert Excel et formateur, expert et formateur Excel et VBA. Je suis aussi consultant business analyst pour les petites et micro-entreprises. Je suis accompagné de Greg Adjier, que je vais lui-même laisser se présenter rapidement. Bonsoir tout le monde. Donc, comme on dit le disait, je suis Craig Gadget, développeur et formateur Excel. Et nous intervenons dans la mise en place des solutions logicielles pour les petites entreprises et aussi que dans la formation des particuliers et des employés en entreprise. Merci. OK, ça marche. Donc, je vais créer pour ce faire une nouvelle feuille. Ça va nous servir de feuille de résolution du cas pratique que nous aurons au cours de la session d'aujourd'hui. La première chose que j'aime souvent faire, c'est enlever les quadrillages. Ça fait plus beau. Et ici, nous allons d'abord essayer de découvrir en quoi ce que sont les références de cellules et comment est-ce que nous pourrons les utiliser. Généralement, les références de cellules sont utilisées lorsque nous avons une plage, une information, nous avons des calculs à faire. Supposons que nous veuillons calculer les chiffres d'affaires par région, par exemple. C'est par région ou tout simplement les différents types de chiffres d'affaires par article ou par pays. Donc ici, je vais utiliser la fonction unique du moderne Excel pour me permettre de récupérer directement les différentes régions. Donc, je vais nommer ici région. OK, donc je vais appliquer ici une petite mise en forme, donc du bleu et non, un encadré bleu, voilà, sur du blanc. Et je vais mettre ça en gras. Donc, supposons que nous souhaitions calculer les chiffres d'affaires pour les régions et que nous souhaitions si nous souhaitons le faire, nous allons utiliser la fonction égale somme si. Donc, je vais me positionner ici. Je vais faire est égal à somme si, ici. La plage que je vais utiliser pour mon calcul, bien évidemment, je vais dire ici, je prends carrément les quantités vendues ou les unités vendues, d'accord? Point virgule. Le critère, je vais utiliser ici le critère Asie. D'accord, je vais utiliser ici le critère Asie et la plage assommée. Attention, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est plutôt les régions que je dois prendre. Et ici, la plage assommée, ce sera le tableau avec les unités vendues.
L'objectif ici, ce n'est pas de vous montrer la formule, mais de vous montrer des cas d'utilisation des références. Donc, je vais mettre unité et je vais prendre l'unité vendue, je vais valider. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens bien évidemment, je vais afficher la barre de formule et je vais utiliser une mise en forme de nombre avec séparateur de milliers. Bien, donc ici, j'obtiens comme quantité vendue 3 850 674. Ça, c'est la quantité vendue. Mais lorsque nous regardons la formule, nous nous rendons compte que nous avons résolution D3. Nous avons résolution D3 qui a été récupérée lorsque nous avons sélectionné ici la date, lorsque nous avons sélectionné ici notre critère. Qu'est-ce que nous avons ici? Résolution de D3, c'est ce que nous appelons une référence de cellule. En d'autres termes, c'est la cellule à laquelle appartient l'information ou bien c'est la cellule dans laquelle se retrouve l'information que nous souhaitons analyser. On aurait pu, pour se passer des références, bien évidemment, écrire directement ASI et nous aurions obtenu naturellement le même résultat. Mais le fait est que lorsque nous allons incrémenter notre cellule, notre fonction vers le bas, nous aurons toujours ASI qui va se répéter, donc constamment. Ce qui fait que notre analyse, notre calcul n'est pas très pertinent, n'est pas dynamique. Et donc, les références de cellules viennent apporter une touche de dynamisme à nos données, à nos analyses, à nos calculs. Et nous en avons principalement de deux types. Nous avons les références relatives et les références absolues. Quand, par exemple, je viens d'écrire ASI entre guillemets, là, j'ai utilisé le nom lui-même directement pour faire l'analyse. Le risque avec ce genre d'utilisation est par exemple d'ajouter un espace dans ASI et de valider, ce qui bien évidemment ne donne plus la même chose. Parce que ASI écrit avec espace et ASI écrit sans espace, c'est bien évidemment deux choses différentes. On en a parlé beaucoup plus, on est revenu beaucoup plus dans le détail de ces fonctions, de cette utilisation des références au cours du précédent webinaire que vous trouverez bien évidemment sur notre chaîne YouTube en intégralité. Donc, pour éviter d'avoir à répéter ou à écrire manuellement les informations et générer éventuellement des erreurs, on utilise donc les références de cellules qui permettent tout simplement de faire référence, excusez-moi de la tautologie, à une donnée, à une information. Et lorsque nous allons nous rapatrier sur la formule ici, vous allez vous rendre compte que le critère D3, donc je vais revenir ici et sélectionner comme ça, puis mettre D3. Le critère résolution D3, d'accord? Le critère résolution D3, comme vous pouvez le constater, bien évidemment, de ce cas de figure, fait référence à ASI. Donc, au lieu d'utiliser ASI et de l'écrire directement, nous nous sommes servis de la référence pour passer le critère et pouvoir réaliser notre calcul, notre analyse. L'avantage avec cette méthode, c'est que lorsque nous allons incrémenter notre fonction vers le bas, elle va automatiquement s'adapter au numéro de ligne concerné. Donc, nous sommes passés bien évidemment de D3 à D4, à D5, ainsi de suite jusqu'à D9. Et bien évidemment, lorsqu'à chaque fois nous allons faire référence aux arguments de fonction, nous nous rendrons compte que la résolution, au niveau du critère, en fait, c'est directement l'information contenue dans la cellule D9 qui a été récupérée. Donc ça, c'est un cas d'usage des références de cellules qui permet bien évidemment de pouvoir incrémenter dynamiquement une fonction et limiter au maximum le risque d'erreur lié à l'écriture directement du critère. Ce que je remarque aussi, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent faire des analyses,
utilise directement la base de données comme source. Certaines personnes feront par exemple est égal à somme si la plage, je vais récupérer à nouveau la plage des régions, point virgule. Et comme critère, ils viendront directement sélectionner Asie, point virgule, et additionner avec la plage somme des unités vendues. Bien évidemment, sur le coup, vous obtenez les résultats. Mais que se passe-t-il lorsque vous incrémentez? Lorsque vous incrémentez, vous vous rendez compte immédiatement que en C10 et en C11, nous avons à chaque niveau, à chaque fois, en C10 et en C11, en C10 et en C11, nous avons Afrique subsaharienne. Pareil en C8. Ça veut dire que le résultat s'est répété plusieurs fois au cours de notre analyse. C'est pour cette raison qu'il est dangereux d'user ou d'utiliser directement les fonctions, c'est-à-dire de faire directement les analyses en utilisant la base de données comme élément de critères, comme critères d'analyse. C'est très dangereux et accidentogène de faire cela parce que ça biaise automatiquement les résultats. La méthode que la plupart utilisent pour contourner, c'est d'écrire directement les noms. Mais comme vous venez de le remarquer, elle est aussi accidentogène et susceptible aux erreurs parce que vous pourrez écrire les éléments, vous pourrez écrire les choses différemment de la façon dont elles devraient s'écrire. Et naturellement, vu que Excel ne fait pas attention à la casse, d'accord, il va tout simplement aller chercher un résultat qui n'existe pas. Et lorsque le résultat n'existe pas, vous aurez 0, ce qui par évidence biaise immédiatement votre résultat. Donc ça, c'est un cas d'utilisation des références de cellules. Mais nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Nous pouvons aller plus loin en ce sens que nous avons les références mixtes et les références absolues qui nous permettent de pouvoir réaliser un certain nombre d'analyses. Je prends un exemple très simple. Ici, qu'est-ce que j'ai? Si jamais, supposons que j'avais d'autres régions sur lesquelles j'ambitionnais de réaliser mon analyse et qu'il m'arrivait tout simplement d'incrémenter mon résultat sur la gauche ou sur la droite, dans ce cas de figure, nous allons utiliser la gauche, bah, qu'est-ce qui se passe? Nous nous rendons compte que résolution c'est-à-dire le critère est devenu résolution E3, est devenu cellule E3. La cellule E3 qui correspond à la cellule du résultat en lui-même. Ce qui n'est pas correct dans le cas de notre analyse. On aurait pu utiliser d'autres cas de figure. Je vais essayer de voir rapidement si je peux utiliser. Non, je vais voir ici. Je peux utiliser un autre cas d'analyse où c'est beaucoup plus présenté, c'est beaucoup mieux présenté. OK. OK, donc je vais utiliser ceci. OK, voilà, ça marche. Prenons par exemple cet exemple où nous souhaitons réaliser une analyse, d'accord? Où nous souhaitons réaliser une analyse et utiliser bien évidemment la fonction index équive pour réaliser notre calcul très rapidement. Pour le coup, nous allons supprimer tout ce que nous avons ici et nous allons essayer de faire une somme. OK, nous allons essayer de faire bon, on va réutiliser l'index équive, bien évidemment. Je vais faire CTRL-Z. Et ici, je vais réutiliser la fonction index équive pour réaliser, somme si 11 plutôt, pour réaliser mon calcul. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, prenons cet exemple où nous souhaitons faire une analyse. Bien évidemment, c'est la même base de données. Hein, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est la même base de données, seulement qu'elle est beaucoup plus volumineuse de ce point de vue. Supposons que nous souhaitons faire une analyse et calculer les chiffres d'affaires par viande ou par article pour l'année, sur l'année, donc par mois. C'est le parfait cas d'utilisation.
qu'est-ce que nous ferons? Nous allons utiliser ici les références relatives pour faire notre calcul, ainsi que les références absolues lorsqu'il nous s'agira maintenant de faire l'analyse en fonction de l'année. Ici, qu'est-ce que nous allons faire pour le coût? Nous allons mettre est égal à somme si ans. Nous allons utiliser la fonction somme si ans, fonction que nous avons déjà vue lors du webinaire précédent. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus. Ce qui nous intéresse ici, c'est utiliser, bien évidemment, les références relatives pour réaliser notre calcul. L'idée, c'est de procéder à une seule et même opération, mais qui renverrait tous les résultats en une seule fois. Donc, au lieu de faire le calcul, généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils vont faire est égal à somme si ans, la plage assommée. Dans notre cas de figure, je vais une fois de plus utiliser la plage des recettes ici. OK? Donc, la plage des recettes. OK, donc la plage des recettes. La plage critère, je peux utiliser comme plage critère. Ici, le premier critère que nous allons utiliser, c'est l'article. Donc, l'article. Ensuite, le critère que nous allons utiliser, c'est le critère 1. Donc, nous allons prendre L3. Et qu'est-ce qu'on veut faire? La réflexion est la suivante. Nous souhaitons réaliser une analyse dans laquelle, une fois que le calcul sera fait, nous allons incrémenter nos données vers le bas. Donc, pour le coup, je vous prie de bien vouloir couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, pour le coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire résolution L3. Donc, je vais laisser le calcul tel qu'il est sans faire aucune manipulation. Ensuite, la plage critère 2, je vais utiliser les mois comme plage critère 2. Donc, j'irai sélectionner ici. Voilà, j'irai sélectionner ici le mois. Donc, OK, le mois. Donc, la colonne des mois comme colonne de critères. OK, point virgule. Et ensuite, le critère en lui-même. Donc, le critère, ça va être ici le mois, point virgule. Et le dernier critère pour finir, donc, je vais prendre une fois de plus l'année. Donc, je vais chercher ici l'année. Voilà, la colonne année. Point virgule. Et le critère, ce sera bien évidemment l'année qui se retrouve ici et je valide. Bien évidemment, pour le coup, j'ai mon résultat. C'est effectivement le chiffre d'affaires du mois de juin, de janvier plutôt, pour l'année 2014. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je vais tenter d'incrémenter ma fonction vers le bas? Je me rends compte que j'ai 0 partout. Et pour quelle raison est-ce que j'ai 0? Lorsqu'on fait le point, on se rend compte très rapidement, je vais agrandir ceci, que résolution est passée à L4. D'accord? Ce qui est conforme pour les types d'articles, mais qu'au niveau des mois, nous sommes passés de janvier à 9 milliards et quelques. Donc, à la réponse de la première ligne, du premier critère. Généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils vont faire F4, ils vont plutôt faire ici F4, OK, bloquer tout et incrémenter leur fonction vers le bas. Mais ça nous ramène encore au même résultat pour la simple et bonne raison que, bien que nous soyons passés nous soyons restés bloqués au premier élément. Au niveau de L3, nous sommes restés sur la même ligne ici. Donc ici, nous sommes restés sur la même ligne. Nous sommes restés sur la même ligne en L4. Mais ici, nous n'avons pas réellement eu de calcul. Nous n'avons pas réellement eu de modification. Par contre, ici, nous avons résolution Y3. Résolution Y3 qui n'est rien d'autre que l'année et l'année est passée à la ligne suivante, ce qui fait que notre résultat est d'autant plus
biaisé. Et donc, pour réaliser ce calcul, qu'est-ce que nous allons faire? La première chose que nous allons d'abord réaliser, d'accord, pour le faire en une seule fois, c'est que nous allons à chaque fois évaluer le sens d'orientation de la formule. D'abord, lorsque nous voulons incrémenter vers le bas, nous savons que la ligne va bouger. Et une cellule a deux coordonnées, la colonne, les références de colonne et les références de ligne. Sachant que notre cellule, sachant que notre fonction, vous m'excusez, va être incrémentée vers le bas, d'accord? Nous allons donc bloquer pour le coup, la ligne. Et pour bloquer la ligne, nous allons utiliser ici, au niveau des mois, bien sûr, nous allons utiliser le dollar. Le dollar qui permet tout simplement de figer les cellules, de figer une référence de cellule, et c'est ce que nous appelons ici les références absolues. Donc, lorsque vous avez la ligne et la colonne qui sont toutes les deux bloquées, on parle ici de référence absolue parce que vous n'avez pas la possibilité de bouger, peu importe la direction dans laquelle vous allez. Que vous incrémentiez à gauche ou à droite, vous resterez statique au même niveau. Et ici, quelle est la première chose que nous allons faire? Nous voulons faire une analyse en fonction du mois. Nous allons commencer ici par le mois. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous savons que notre mois va être incrémenté vers le bas. Donc, il ne doit pas bouger de la ligne numéro 2. Mais par contre, lorsqu'il va être incrémenté vers la gauche, il devra quitter la colonne M pour la colonne N et ainsi de suite. Ce que nous allons faire donc, c'est que nous allons désensibiliser la colonne M. Donc, nous allons supprimer le dollar qui se retrouve au niveau de la colonne M pour le mettre en référence relative. Donc, M se retrouve en référence relative. Dès lors que vous avez une référence de cellule devant laquelle vous n'avez pas de dollar, le signe de dollar ou F4 qui a été appliqué un certain nombre de fois, vous avez donc une référence relative. Maintenant, par contre, nous avons maintenu le dollar sur la ligne, donc sur le 2. Ce qui permet de figer en fait notre opération et de nous rendre compte que lorsque nous allons incrémenter notre fonction du bas, du haut vers le bas, peu importe la position à laquelle nous nous retrouvons dans notre incrémentation, la ligne qui va être conservée sera toujours la ligne 2 parce que c'est la ligne par rapport à laquelle le critère mois est utilisé. Le critère du mois sera utilisé. Maintenant, là, ce que vous avez ici, une fois que vous avez une référence relative et une référence absolue, moi je les appelle tout simplement des références mixtes. Généralement, on a référence relative, référence absolue, mais personnellement, moi, j'ai créé une troisième catégorie qui est la référence mixte, où vous avez soit la ligne qui est bloquée, soit la colonne qui est bloquée. Donc, l'un ou l'autre des éléments est bloqué pendant que l'autre est libéré. Donc, moi, j'appelle ça les références mixtes. Nous allons faire pareil pour le critère 1 qui constitue le type d'article. Ici, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Nous souhaitons que notre incrémentation se fasse du bas vers le haut. Donc, jusque-là, ça marche, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque nous allons incrémenter de la gauche vers la droite, nous souhaitons que notre résultat reste statique au niveau de la colonne L. Parce que si nous décalons de la colonne L à la colonne M, nous n'aurons naturellement plus notre résultat. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'au lieu de bloquer, cette fois-ci, la ligne, nous allons bloquer la colonne. Donc, on va faire F4 une fois, ce qui crée une référence absolue parce que vous avez les deux colonnes, les deux éléments, les deux références, d'accord, de cellules qui sont bloquées. Nous allons désensibiliser une fois, donc F3, F4 plutôt, une deuxième fois, et là, il bloque la ligne, et F4 une troisième fois directement, et là, il bloque la colonne. Moi, c'est ma méthode pour ne pas avoir écrit dollar manuellement, parce que sur nos claviers, la plupart du temps, écrire dollar n'est pas toujours facile, c'est pas toujours aisé, on ne se retrouve pas toujours. Donc, quand je fais F4, j'enchaîne F4 plusieurs fois de suite, soit au premier abord, c'est d'abord une référence absolue, donc ligne et colonne sont figées. Ensuite, c'est la ligne qui est figée, puis ensuite la colonne. Et je valide. Et une fois que ceci est fait, lorsque je vais incrémenter vers le bas,
Voilà, il reste un dernier élément sur lequel auquel nous n'avons pas prêté attention, c'est l'année. Puisque ici, nous nous retrouvons en 2014, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous venez ici, vous vous retrouvez bien évidemment en 9 milliards et quelques, ce qui n'est pas correct. Donc, comme nous le souhaitons ici, comme il n'y aura pas de mouvement de la gauche vers la droite, du bas vers le haut, donc nous allons appliquer directement ici une référence absolue, donc F4 une fois, et nous validons. Donc, je reviens me positionner ici et j'applique donc F4 directement en Y2. Puis ensuite, je peux procéder à mon incrémentation. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai mon calcul qui est dynamiquement opéré. Donc, j'ai calculé pour le mois de janvier, d'accord, tous les chiffres d'affaires des différents articles. Mais là où ce que nous venons de faire est davantage intéressant, d'accord, c'est que lorsque nous allons procéder à l'incrémentation vers la gauche ou vers la droite, nous allons automatiquement calculer les chiffres d'affaires pour les autres mois. Pourquoi? Parce que nous avons laissé la colonne des mois en référence, la colonne des mois plutôt, nous les avons laissés en référence relative. Ce qui fait que lorsque nous allons incrémenter de la gauche vers la droite, nous allons quitter M2 pour M3, pour N3, et N2, etc., jusqu'au moment où nous nous arrêterions. Donc, pour ce faire, donc, je sélectionne tout ceci et je me positionne là et j'incrémente comme ceci. Et je m'arrête là. La conséquence, vous pouvez la voir, le calcul s'est fait en même temps sur toutes les cellules et dynamiquement. Donc, à partir d'un seul calcul, à partir d'une seule fonction, vous avez pu calculer, je vais voir le nombre de cellules occupées, carrément 144, vous avez 144 résultats. Vous avez 144 résultats, 12 lignes, 12 colonnes, donc 144 résultats, mais à partir d'une seule cellule. Et ça, c'est vraiment tout ce que les références de cellules, la maîtrise des références de cellules peuvent nous apporter. Un certain dynamisme dans les calculs et une certaine polyvalence dans les différents calculs et dans les analyses effectuées. Donc là, on a calculé les chiffres d'affaires des mois, les chiffres d'affaires par mois pour tous les articles, mais en utilisant seulement une seule fonction bien paramétrée et en procédant ensuite à une incrémentation une incrémentation verticale et horizontale pour avoir le calcul pour l'ensemble des cellules, l'ensemble des éléments. Donc, voilà brièvement présenté l'un des cas d'utilisation que nous faisons ici à compta des références de cellules et l'un des avantages que vous pourrez en tirer. Est-ce qu'il y a des questions? De ma part, pour l'instant, non. Je viens juste de découvrir quelque chose de vraiment merveilleux, quoi. OK. Donc, nous allons poursuivre la session avec peut-être juste une suggestion à la fin, si vous pouvez nous laisser même un exercice sur ça. Je pense que ça va nous aider encore à nous booster davantage. OK, d'accord, c'est noté. Bien, donc nous allons passer au deuxième élément. S'il te plaît. Oui? Sur la représentation graphique du chiffre d'affaires. Oui. Est-ce que vous n'avez pas rajouté en fait, je pense que c'est une structure, hein, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas rajouté en fait des objectifs en fait, mensuels pour qu'on puisse le voir également sur le graphique pour savoir si ça a été atteint ou bien pas. Ce n'est pas l'objet. Non, ce n'est pas l'objet du webinaire, ce n'était pas l'objet non plus de ce qui a été fait. Si vous nous suivez un peu dans le groupe et sur les réseaux, vous vous rendrez compte que c'est le fichier d'exercice que nous utilisons
pour la présentation de la fonction index équive. Donc, c'est fait à titre illustratif. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire une analyse détaillée, objectif atteint et résultat obtenu. C'est juste à titre de présentation pour montrer comment est-ce qu'on peut rendre dynamique un graphique en utilisant la fonction index équive. D'accord, merci. Je vous en prie. Bien, donc ça, c'est un cas d'utilisation. Nous venons de voir rapidement les références de cellules. Donc, nous allons poursuivre avec directement les plages normées. Je pense que si vous avez fait attention, vous devez déjà être sensibilisé à notre présentation ici avec ce que nous avons là. Ici, vous remarquez que nous avons directement somme, séance, recette, article, année. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, dans notre classeur ici, nous avons mis en place des plages nommées qui nous permettent tout simplement de faire appel, d'accord, à une cellule ou un groupe de cellules directement à partir de nos fonctions. Lorsque vous allez faire, par exemple, ici, est égal à recette, d'accord, vous allez voir que ça va nous rapatrier toute la colonne recette, en tout cas toutes les cellules qui ont été récupérées dans notre colonne des recettes. Et comment est-ce que nous y arrivons? Comment est-ce que nous y arrivons? C'est très, très simple. C'est vraiment très simple. Nous nous positionnons, par exemple, ici, dans la cellule, dans la feuille de calcul data. OK? Ici, les informations sont présentées, bien évidemment, sous forme de tableau. D'accord? Sous forme de tableau. Mais nous pourrons quand même prendre une cellule et lui affecter un nom. Et pour affecter un nom à une cellule ou un ensemble de cellules, c'est quelque chose de très simple. Vous n'avez par exemple qu'à sélectionner l'ensemble en question, d'accord? Et vous positionnez ici dans la zone de nom. La zone de nom, c'est cette zone-là dans laquelle vous pouvez tout simplement écrire votre résultat. Écrire le nom plutôt de la plage que vous aurez sélectionnée. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais sélectionner tout le tableau et je vais le convertir en plage. D'accord? Et donc là, il perd sa propriété de tableau. Et je vais sélectionner toute cette zone, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je me positionne au niveau de la zone de nom, donc juste ici, et je peux me permettre d'écrire dedans région, tout simplement. Je vais même aller plus loin en mettant un tiret de 8 devant pour distinguer réellement, pour créer réellement le contraste, et je valide. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand je vais sélectionner de A6, de C5 à C20, bah, je n'ai rien. D'accord? Il n'y a pas vraiment de particularité. Il n'y a rien. Il n'y a pas de changement. Par contre, quand je vais sélectionner tout l'ensemble des éléments que j'ai récupérés au départ, j'obtiens ici région qui est directement inscrit. Ce qui nous permet de faire quoi? Lorsque je me positionne ici et que je mets par exemple cette formule, je sais que cette formule-là, région, lorsque vous allez dans le gestionnaire de nom, vous avez région qui fait référence à C5 à C4 1999. D'accord? C5 à C4 1999. Quand vous regardez ce à quoi correspond la colonne région. Et donc, lorsque vous vous positionnez ici, vous vous rendez compte que j'ai data C5 à C4 1999. Donc, au lieu d'utiliser directement cette référence, je peux sélectionner l'ensemble, faire F3. OK, bon, moi, j'ai eu une erreur quand je fais F3. Je dois plutôt faire FNF3 chez moi. Donc, je sélectionne l'ensemble, je fais F3 et donc, je fais apparaître la liste des noms contenus dans mon classeur. Vous devez savoir que la liste des noms, elle est généralement présentée par classeur parce que ce sont des zones spécifiques liées à un classeur. Donc, si vous rentrez dans le deuxième classeur qui est ouvert, vous allez voir que c'est d'autres listes de noms que j'ai. Donc, je sélectionne directement et je valide et je peux valider ici. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de différence dans mon calcul parce que la référence de cellule que j'ai préalablement sélectionnée est la même
que celle qui faisait office de plage critères pluraux. Et donc, ici, c'est pareil, d'accord? Donc, ici, j'ai les unités vendues. Donc, je peux venir me positionner dans la colonne des unités vendues directement. D'accord? Dans la colonne des unités vendues directement, je la sélectionne et je nomme ça unité, tout simplement, et je valide. Donc, quand je me positionne ici, vu que les unités, si je fais est égal à unité, donc j'ai directement la plage qui se présente à moi sous forme de matrice. Donc, je valide, j'ai l'ensemble des éléments. Donc, ça, c'est la preuve que effectivement ma plage unité est valide. Donc, je peux venir simplement remplacer data J5 à J4000 et quelques par F3 unité et je valide. J'ai le même résultat. Je peux incrémenter ma fonction. On n'a pas réellement de changement, mais qu'est-ce qu'on remarque? Notre formule est beaucoup plus claire. Elle est beaucoup plus lisible. Contrairement à sa version précédente, où, par exemple, ici, vous ne pouvez pas directement faire référence, vous ne pouvez pas directement faire une analyse de la formule. Si vous revenez 5, 6, 7, 8, 10 mois, 1 an, 2 ans après, vous n'êtes pas en mesure de savoir, par exemple, que les plages C5, la plage C5 à C4999 et J5 à J4999 correspondent respectivement aux régions, d'accord, et aux unités vendues. Alors qu'en regardant juste cette formule, vous avez une transcription beaucoup plus exacte, d'accord, beaucoup plus pertinente de votre fonction, ce qui, bien évidemment, est beaucoup plus pertinent et vous donne plus de largesse lorsque vous voulez faire vos différentes analyses. Donc, vous revenez 1 an, 2 ans après, vous comprenez cette fonction plus facilement que si vous l'aviez tout simplement, voilà, laissé là et jeté là tel quel. C'est bon? Allô? C'est bon? Je peux avancer? Est-ce que c'est compris? C'est bon, merci beaucoup. OK, d'accord. Donc, le dernier élément que nous allons rapidement aborder, ce sont les graphiques Sparkline. Donc, le dernier élément que je vais aborder personnellement, ce sont les graphiques Sparkline. Ensuite, je vais laisser la main à Greg pour vous présenter les deux autres éléments, les deux dernières lignes du programme. Les graphiques Sparkline, à quoi est-ce qu'ils nous servent réellement? En fait, les graphiques Sparkline nous permettent de représenter, d'accord, les données. De représenter la même donnée, mais de manière beaucoup plus miniaturisée. Et pour ce faire, je pense que je vais directement faire référence à ce classeur, okay, dans lequel j'ai un peu plus d'éléments, un peu plus de données, un peu plus de matière à penser. Supposons que je veuille voir ces données, mais sans pour autant les placer tout simplement dans un graphique. D'accord? Nous souhaitons avoir une idée des tendances, mais sans pour autant les placer dans un graphique. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux me positionner ici, d'accord? Là où j'ai bien envie de poser mon graphique Sparkline, donc je me positionne là. Je viens au niveau d'insertion, d'accord? Et ici, j'ai les différents éléments que je peux insérer dans un classeur, le tableau croisé dynamique, les graphiques, etc., etc. Et quand je regarde ici, j'ai graphique Sparkline. Et à quoi est-ce qu'ils servent ces graphiques Sparkline? Ils permettent simplement d'intégrer de petits graphiques dans des cellules, contrairement aux graphiques qui sont, eux, intégrés dans des formes, dans des objets. Ça, on reviendra peut-être là-dessus beaucoup plus en détail en programmation VBA. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ceci est considéré pour Excel comme un objet. Et donc, les graphiques Sparkline, eux, par contre, se distinguent en ce sens qu'ils représentent la même information, mais plus dans un objet, mais plutôt dans une cellule. Et donc, je peux décider, par exemple, de mettre en place, on a plusieurs types de graphiques. On a les graphiques en courbe, les graphiques Sparkline en courbe qui permettent de présenter des tendances, donc d'avoir une idée des tendances. Les histogrammes qui sont beaucoup plus utilisés comme graphiques comparatifs, donc pour faire des comparaisons, et les conclusions pertes pour voir les variations. Donc, est-ce que ici nous sommes en hausse, est-ce que nous sommes en baisse, etc., etc. Donc, c'est aussi un petit didacticiel pour nous montrer les différents types de graphiques qu'on peut utiliser et leur usage. Ici, nous allons prendre le Sparkline. Et qu'est-ce que nous avons?
On dit créer des graphiques Sparkline, sélectionnez les données de votre choix. Donc, les données de notre choix, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des informations que nous souhaitons représenter graphiquement. Donc, il nous suffira simplement de sélectionner notre champ de données comme ceci. OK? Et puis ensuite, de cliquer sur OK. Et donc, on a sélectionné l'emplacement des graphiques Sparkline. Donc, le graphique Sparkline va se retrouver en Y18. Bien évidemment, Y18 qui a déjà été sélectionné ici. Et je valide. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai une représentation schématique de notre graphique, d'accord, de nos données, mais intégrée directement dans une cellule, parce que quand vous cliquez dedans, vous vous rendez compte que c'est une cellule et non un graphique. Et si vous reprenez ceci, je vais dupliquer ce graphique, je vais essayer de le miniaturiser au maximum. Je vais essayer de le miniaturiser au maximum. Donc, je vais masquer les axes, je vais masquer les quadrillages, je vais masquer le titre. OK? Je vais le miniaturiser au maximum. Quand je me positionne ici, OK? Donc, je vais tirer ceci un tout petit peu plus vers le bas. Qu'est-ce que nous avons? Lorsque nous regardons bien, nous nous rendons compte que nous avons la même répartition, d'accord? La même répartition des données à peu près. Seulement que de l'autre côté, elle est présente, cette répartition-là est présentée de façon beaucoup plus compressée, d'accord? Dans une cellule, contrairement au graphique sur lequel nous avons une plus grande largesse de visibilité. Et si nous augmentons la taille de notre graphique Sparkline, nous nous rendons compte aussi, bien évidemment, de cette dispersion, de cette répartition, d'accord? Donc, au fur et à mesure que vous agrandissez la taille de vos cellules, d'accord, le graphique Sparkline se redimensionne lui-même automatiquement. Donc, voilà ici comment est-ce que nous pouvons utiliser les graphiques Sparkline, comment est-ce qu'ils peuvent nous servir. C'est vraiment fait pour représenter les informations, avoir vraiment des petits détails. Et on peut s'amuser, par exemple, à représenter des graphiques Sparkline ici. Donc, on se positionne là. OK? On fait insertion. Ici, nous allons choisir un autre type de graphique Sparkline, le graphique des courbes. Et nous allons utiliser ici toute cette zone-là, voilà. Et nous validons. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons une évolution. Donc, nous avons la courbe d'activité. Bon, naturellement, les graphiques, on le peut. Voilà. Apparemment, ils ont intégré cette fonctionnalité là-dedans. Avant, ce n'était pas possible. Mais apparemment, vous pouvez maintenant, aujourd'hui, faire une incrémentation. Sinon, avant, ce n'était pas possible de faire une incrémentation des graphiques Sparkline. On était obligé de les représenter manuellement. Mais apparemment, ils ont intégré cela dedans. Certainement, ça doit être venu avec les fonctionnalités liées aux données matricielles, d'accord, au calcul matriciel. Et ici, donc, vous pouvez représenter dynamiquement les graphiques Sparkline dans des cellules et avoir donc une vue d'ensemble de la progression. C'est vraiment très, très utilisé à titre indicatif. Ça nous permet vraiment de pouvoir avoir une idée, d'accord, de la progression, de l'évolution des éléments sans pour autant nous rabattre directement sur des graphiques ou lorsque nous n'en avons tout simplement pas la possibilité. Donc, moi, j'ai fini ma partie pour aujourd'hui. Je vais laisser Greg prendre le relais pour vous présenter donc les deux autres éléments, les deux autres lignes de notre webinaire du jour. Merci. OK, Greg, c'est à toi. Andy, merci, c'était super. Merci. OK, Greg, c'est à toi. OK, d'accord, ça marche. OK, c'est bon, vous avez mon écran en vue. Allô? Vous avez mon écran en vue? Oui, oui. D'accord, super. Oui, Donc, nous allons voir les... ça va. Bon, allez. C'est bon, je peux continuer? Oui, pour continuer. D'accord. Donc, nous allons voir le versus entre la fonction recherche V et la fonction index et Kiv. Pourquoi utiliser la fonction, ou du moins c'est la combinaison des fonctions index et Kiv,
plutôt que de se limiter à utiliser la fonction recherche V. Donc, je me place toujours sur la feuille de résolution où on dit à lui à calculer la quantité d'unités vendues en fonction des différentes régions que nous avons dans notre base de données. Donc, lors de nos différents travaux sur Excel, pour une raison ou pour une autre, nous sommes amenés à récupérer une donnée ou une information liée à une autre. Je m'explique. Je suppose que nous sommes dans le cas de figure d'un programme qui permet de gérer les factures, d'accord, de payer des factures et autres. Et vous souhaitez récupérer la valeur ou du moins le montant total, ça peut être le montant hors taxe ou le montant TTC, d'accord, d'une facture donnée. Donc, à la sélection de la facture, vous désirez pouvoir rapatrier de votre base de données, puisque à chaque fois que vous émettez une facture, il y a des informations qui sont stockées. Ce n'est pas le cas de figure dans lequel nous sommes, mais je suis en train de prendre juste un exemple illustratif. Vous souhaitez récupérer la facture, d'accord, le montant lié à une facture. Donc, en sélectionnant tout simplement le nom de la facture, vous souhaitez être capable de récupérer le montant de cette facture. Et dans ces cas de figure, ce sont des fonctions de recherche qui nous permettent d'arriver à ce résultat. Naturellement, les fonctions de... Et là, nous employons, il y a plusieurs fonctions qui interviennent. Nous pouvons utiliser la recherche V, nous pouvons utiliser les fonctions index et give, nous pouvons utiliser également la fonction recherche X pour ceux qui ont des versions un peu plus récentes d'Excel. Mais là, nous sommes dans un cadre où vous avez des versions généralement 2013, 2016, 2019, d'accord, où nous sommes obligés d'utiliser les fonctions recherche V ou l'imbrication des fonctions index et give. Et maintenant, dans cette cellule, d'accord, je vais tout simplement créer une liste déroulante. Je vais faire une petite coloration pour avoir un aperçu sur cette cellule, comme ceci. Et je vais mettre dans cette cellule une liste à choix unique. D'accord? Donc, je vais nom donner, je sélectionne, j'autorise la création d'une liste dans cette cellule et je choisis comme élément à mettre dans ma liste l'ensemble de ces régions, par exemple. Comme cela. Donc, ce qui nous permet naturellement de pouvoir sélectionner un élément parmi l'ensemble de ce qui existe dans cette liste. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire maintenant? On souhaite, à la sélection de la région en question, récupérer la quantité d'unités qui a été vendue. Là, on a déjà nos informations. On a la liste des régions et on a la quantité correspondant à chaque région. Donc, qu'est-ce que la fonction de recherche va nous permettre de faire? Elle va nous permettre de lire cette information dans cette zone, ok, de trouver son emplacement et de faire une projection pour pouvoir récupérer l'élément qui nous concerne. Si on avait plusieurs autres informations à droite, on aurait pu être capable de récupérer une information spécifique. Là, je peux mettre, pour précision, ici, c'est la quantité d'unités vendues. Donc, quantité, unité, ok, la quantité d'unités vendues, comme ceci. D'accord, donc là, on a la liste des régions, on a les régions ici, et là, on a le total des quantités vendues. D'accord, donc à la sélection d'une région spécifique, on souhaite être à mesure de récupérer la quantité qui va avec. Et donc, pour ce faire, nous allons faire appel à la fonction recherche V, comme valeur cherchée, d'accord? Nous souhaitons récupérer la quantité d'unités vendues, d'accord? Mais à partir de quel élément nous seront à même de récupérer la quantité d'unités vendues? C'est en fonction d'une région spécifique. Donc, comme valeur cherchée, il va s'agir de cette région en question. Donc, je pointe cette cellule, d'accord? La référence à cette cellule pour naturellement extraire le contenu ou du moins faire allusion à la valeur contenue dans cette cellule, comme ce qu'on vous a expliqué par rapport aux références de cellules. Donc, je pointe tout simplement cette cellule. Et comme ma table matrice, je sélectionne cet ensemble. D'accord? Je sélectionne cet ensemble comme ma table matrice. Donc, la plage dans laquelle les données que je vais récupérer se trouvent. D'accord? Je passe au troisième argument, no index colonne. D'accord? Au sein de la plage que j'ai sélectionnée, d'accord? La valeur que je souhaite récupérer se positionne sur la quatrième colonne. La valeur que nous souhaitons récupérer dans ce cas d'analyse, c'est la quantité d'unités vendues. Et la quantité d'unités vendues se trouve sur la quatrième colonne de la plage que j'ai sélectionnée. À votre avis?
2. Merci, c'est 2. Donc, la quantité vendue se trouve sur la deuxième colonne de cette plage que j'ai sélectionnée parce que Asie, d'accord, la colonne Asie représente la première colonne de la plage que j'ai sélectionnée. Donc, c'est évidemment 2. Donc, je mets 2. Et comme dernier argument facultatif, mais que je vous conseille vivement d'utiliser, d'accord, c'est de faire souvent une recherche par correspondance exacte. Donc, nous allons sélectionner cet élément, d'accord, ce deuxième argument, correspondance exacte. Je ferme et je valide. Greg, Et quand vous pouvez, oui. Greg, si on avait dit E, colonne E, qu'est-ce que ça allait donner à la place de 2? OK. Là, vous voyez que c'est numéro index colonne. C'est le numéro et non le nom de la colonne. D'accord. Voilà. Donc, si on mettait E, par exemple, on va le faire. Si on mettait E, là, on sera obligé de le mettre entre guillemets. Ça va naturellement nous envoyer une erreur parce que la fonction ne sera plus en même de lire, d'interpréter ce à quoi correspond E. D'accord? Donc, il faut spécifier tout simplement le numéro. Et voilà, on a notre résultat. Donc là, si on vient dans cette petite base de données et qu'on cherche Amérique du Nord, naturellement, on a nos 674 187 qui ont été rapatriés. Donc, si je change de région, OK, si je change de région, Australie, Océanie, voilà. Bon, ici, je peux utiliser également un formatage de nombres, d'accord, un séparateur de milliers, histoire d'avoir le même rendu. D'accord, on a 2 163 892 unités vendues. Donc, si on vient ici et qu'on cherche Australie, c'est bel et bien ce qu'on a. Donc, voilà comment marche la récupération d'une information grâce à la fonction recherche V. Mais la fonction recherche V a une limite, d'accord? Elle est limitée. En quel sens? Je vais récupérer ces mêmes informations que j'ai ici, CTRL-C, que je vais poser tout simplement à gauche. Je vais les coller en valeur à gauche. Là, vous convenez avec moi qu'on a les mêmes valeurs. Je vais tout simplement centrer comme ceci. D'accord? Voilà. Vous convenez avec moi qu'on a toujours Asie. Peut-être que je vais utiliser le même formatage pour que ce soit un peu plus lisible. OK. D'accord. D'accord. Donc, on a toujours Asie. On a la quantité vendue, que ce soit à gauche ou à droite. D'accord? Généralement, on ne fait pas ça. Généralement, on met les informations à droite pour une meilleure lecture. Mais dans le cas pour pouvoir vous montrer la limite de la fonction recherche V, je vais devoir laisser ces informations telles quelles. Donc là, on a la quantité d'unités vendues pour Asie. On a la quantité d'unités vendues pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Si maintenant nous souhaitons récupérer ce même chiffre d'affaires, pas chiffre d'affaires, cette même quantité d'articles vendus, OK, qui se trouve dans cette partie, donc à gauche de la liste des régions, en utilisant la fonction recherche V, qu'est-ce que je ferai de façon classique? Je fais appel à la fonction recherche V, comme ceci, recherche V. Je vais sélectionner, comme je le disais, la table matrice. Non, la valeur cherchée d'abord. La valeur cherchée, c'est la région qui se trouve dans cette cellule. Ensuite, la table matrice, je sélectionne cette zone, par exemple, parce que c'est dans cet emplacement qu'est contenu les informations que je souhaite récupérer. D'accord? Et comme numéro index colonne, à votre avis, nous allons mettre numéro index colonne combien? 1. 1. OK, donc je mets 1. Quel type de recherche? Je vais faire une recherche par correspondance exacte. Je ferme, je valide. Là, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens une erreur, d'accord? Pourquoi je n'arrive pas à récupérer l'information en question? Parce que la fonction recherche V oblige à ce que la valeur qui est cherchée, donc la région, soit dans un premier temps la première colonne à partir de notre table matrice. Or, quand je me place sur cette formule, vous voyez que la première colonne de notre table matrice, ce n'est pas la liste des régions. Donc déjà, la fonction recherche V est incapable de lire tout ce qui va suivre. C'est là la première limite de la fonction recherche V. Et la deuxième, c'est que elle est incapable, vu que la liste de la valeur cherchée doit obligatoirement être la première colonne de notre table matrice, ça va de source sûre qu'on ne peut pas récupérer une donnée qui est située à gauche de notre liste de valeurs cherchées. Donc, c'est là que la fonction recherche V pêche. C'est là qu'elle connaît des limites. Et pour pouvoir
se passer de cette contrainte qui a été imposée par la fonction recherche V, nous sommes obligés de faire appel à d'autres fonctions, notamment à deux fonctions spécifiques, la fonction index et la fonction equiv. Que permet de faire la fonction index? La fonction index, d'accord, vous permet tout simplement de récupérer une valeur, une donnée, une valeur située à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, tout simplement. C'est une fonction, elle fait le croisement entre une ligne et une colonne pour pouvoir vous récupérer la valeur qui est située à cette intersection. Un exemple simple, c'est que si je fais l'intersection entre la colonne C et la ligne 6, naturellement, la valeur que je vais récupérer, c'est celle-ci, n'est-ce pas? 2 855 536. Donc, c'est ce que la fonction index va nous permettre de faire. Et pour pouvoir le faire, donc je fais appel à la fonction index. Ici, c'est la matrice. La matrice, c'est la plage dans laquelle l'information sera récupérée. Donc, nous, dans quelle plage l'information doit être récupérée? C'est dans celle-ci, dans cette zone. Je peux décider de sélectionner cette zone comme ceci, mais ça ne sert à rien. Je vais sélectionner uniquement la zone qui m'intéresse, dans laquelle l'information que je recherche sera récupérée. Donc, je sélectionne cette plage en question. C'est bon? Et là, nous allons passer au deuxième argument, numéro index, numéro ligne autant pour moi. Quelle est la ligne, d'accord, dans laquelle notre information à récupérer se trouve? La ligne dans laquelle notre information à récupérer se trouve, c'est la ligne correspondant à la région que nous aurons choisie quelque part ici. C'est la ligne correspondant à la région que nous aurons choisie quelque part ici. Et pour pouvoir récupérer cette ligne, il va nous falloir faire quoi? Il va nous falloir utiliser une autre fonction qui s'appelle equiv. Et qu'est-ce que la fonction equiv permet de faire? Elle permet de renvoyer la position qu'un élément occupe au sein d'une plage donnée, au sein d'un ensemble ou au sein d'une plage. Donc, je vais mettre tout simplement derrière ici une apostrophe. Je vais mettre ça carrément au début juste avant le signe de l'égalité, d'accord, quelque part ici, pour conserver ma fonction, mais ne pas la calculer. Donc, je la laisse quelque part ici. Et je vais utiliser la fonction equiv. Donc, si je fais appel à la fonction equiv, toujours, valeur cherchée, c'est quoi? La valeur cherchée, c'est la région. Donc, je sélectionne cette cellule. Maintenant, le tableau de recherche, dans quel tableau souhaitons-nous connaître la position de la région que nous avons sélectionnée? Naturellement, dans notre liste des régions. Ça va de source sûre. Et le type de recherche, comme d'habitude, une recherche par correspondance exacte. Donc, je sélectionne ce deuxième argument, je fais ma fonction et je valide. Et là, on a 5. 5 pour dire quoi? 5 pour dire que dans cette zone que nous avons comme ceci, Australie et Océanie est située à la 5e position. Donc, si je commence ici, 1, 2, 3, 4 et 5, naturellement, on a Australie. Je vais légèrement zoomer ça pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. OK. Donc, on a à la 5e position Australie. Donc, si je change comment dirais-je, de région, Moyen-Orient, vous allez voir qu'on récupère plutôt la valeur de 2. Donc, Moyen-Orient est situé à la 2e position de cette liste en question. Et vu que cette liste, OK, a la même hauteur que la liste des quantités vendues, ce numéro qui va être récupéré va constituer naturellement la ligne de correspondance pour pouvoir récupérer la quantité vendue. Donc, c'est ce que nous allons faire quelque part ici. On va supposer ici, je vais supprimer tout simplement cette fonction. On va supposer là, je supprime l'apostrophe que j'avais mise au début. Et au niveau de la fonction equiv, comme valeur cherchée, c'est naturellement la région. Je sélectionne la région. Et le tableau de recherche, c'est la liste de mes régions qui se trouve quelque part ici. Donc, je sélectionne tout simplement cette liste, comme ceci. Là, vous allez voir que ça fait D5 hashtag, ce sont les références dynamiques d'Excel 365. Ne prêtez pas attention à ça. C'est comme si on faisait D5 à D12, à D12, D11 plutôt, D11. Voilà, c'est la même chose. Et là, le type de correspondance, une recherche par correspondance exacte, je ferme, je valide. Et là, comme numéro de colonne, d'accord, vu que nous avons sélectionné une seule colonne, d'accord, la liste que nous avons sélectionnée ici est constituée d'une seule colonne, nous pouvons ne pas passer d'argument numéro colonne ou tout simplement mettre 1 comme numéro de colonne parce que la liste que j'ai sélectionnée ne comporte qu'une seule colonne et la position de la colonne, d'accord, dans laquelle les données sont stockées, c'est encore 1. Je peux mettre 1 ou ne pas mettre et valider.
Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que je suis capable de récupérer l'information correspondant à cette région grâce à la fonction index equiv, comme ceci, comme cela, vous voyez? Et là, je peux faire une récupération aussi bien à gauche qu'à droite de la liste des valeurs cherchées. Donc, tout dépendra de ce que je vais sélectionner. Donc, ici, si je décide récupérer plutôt les éléments qui sont à droite, d'accord? Donc, je vais supprimer ceci. Et là, je modifie tout simplement ma fonction en changeant la matrice de la fonction index. Donc, je sélectionne ceci, je supprime et je viens sélectionner cette liste. Si je valide, vous allez constater que j'obtiens la même information, j'obtiens le même résultat. Donc voilà, l'imbrication des fonctions index et equiv nous permet de lever les contraintes posées par la fonction recherche V. Une question par rapport à cet élément, à ces éléments qu'on vient de voir. Pour moi, ça a été un peu rapide, donc je n'ai pas tout saisi. Sinon, le principe d'avoir de l'information, des solutions alternatives à part la recherche V, Oui. ça c'est bon. C'est Ok. bon. Maintenant, Ok. l'implication entre index et puis equiv, bon, ça, Equiv. je pense à la pratique, Ok. on va. Voilà, Ok. ok, d'accord. Nous avons aussi déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, l'utilisation des fonctions index equiv, equiv, parce que index equiv, c'est le premier niveau pour les analyses unicritères, index equiv pour les analyses avec 2 critères, index equiv index pour les analyses avec 3 critères. Ça va venir bientôt. Donc, je vais repartager dans le groupe les liens vers les vidéos que nous avons, les petits tutoriels là que nous avons mis en place pour mieux expliquer ça. Vu que nous sommes tenus par le temps, on ne peut pas revenir beaucoup plus en détail là-dessus, mais dans les vidéos, vous aurez déjà un peu plus d'informations, ce que vous pouvez suivre et resuivre plusieurs fois, sans oublier que ça se base sur le jeu de données que j'ai utilisé précédemment. Ok. Donc, nous allons voir le dernier élément qui n'est rien d'autre que la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, comme son nom le dit, c'est de faire une mise en forme. D'accord? Ici, la coloration que j'ai appliquée à cette cellule, c'est une mise en forme. Que ce soit la couleur de la cellule ou la couleur de la police, c'est une mise en forme. Maintenant, la mise en forme conditionnelle, c'est que nous allons effectuer une mise en forme quand une ou plusieurs conditions sont remplies, c'est tout. C'est ça la mise en forme conditionnelle. Et dans ce cas de figure, nous allons faire une mise en forme conditionnelle sur ce jeu de données que nous avons. Nous avons la quantité d'unités vendues, d'accord? Ici, nous avons les valeurs numériques, d'accord? Mais visuellement, ce n'est pas très parlant. Nous pouvons décider de mettre, OK, un type de graphique à l'intérieur, pas un graphique en tant que tel, mais une évolution qui va nous permettre visuellement de pouvoir voir les régions où nous avons le plus vendu. Donc, nous sélectionnons tout simplement l'ensemble des cellules sur lesquelles nous souhaitons appliquer la mise en forme donnée, d'accord? Donc, je sélectionne ce jeu de données, cette plage en question. Je viens dans le menu Accueil. Je clique sur le bouton de mise en forme conditionnelle. Et là, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite mettre des barres de données à l'intérieur de mes, comment dirais-je, à l'intérieur des cellules que j'ai sélectionnées. Donc, barre de données. Et je vais prendre, par exemple, ou du moins, je peux prendre comme ceci, un dégradé, ok, pourquoi pas, et je valide. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mettre en forme, je viens d'appliquer une mise en forme en fonction du contenu de ces cellules. D'accord? Donc, par rapport à la valeur qui est stockée à l'intérieur de la cellule, vous voyez qu'il y a une barre de progression. Donc, proportionnellement au contenu de la cellule, voilà, il y aura une évolution. Donc, regardez bien ces éléments et je vais venir altérer la base de données. Je vais venir, par exemple, au niveau de... Là, on a Amérique du Nord où nous avons une quantité de 674 000. Là, je vais venir changer une information liée à l'Amérique du Nord. Je recherche Amérique du Nord quelque part ici. Amérique du Nord, Troisième OK. ligne. Voilà, bon. Je suis, par exemple, ici. Et la quantité vendue, je vais vraiment la saler. Je vais mettre, par exemple, 555 000. 555 000. Bon. Là, qu'est-ce que je fabrique?
1, 2, 3. OK. Et là, si je reviens dans la feuille de résolution, vous allez voir que Amérique du Nord est passée de... Vous allez voir que sa bande n'est plus assez fine comme elle l'était. Elle a augmenté. Si je reviens carrément et que je mets une information qui est vraiment colossale, du genre 1 million, donc 3 zéros, encore 3 zéros, comme ceci, et que je reviens, ce n'est pas si conséquent que ça, ce n'est pas si conséquent, donc je vais augmenter encore, d'accord? Juste histoire de pouvoir illustrer ce fait. Mais Donc, ça, je vais mettre par exemple... mais ça à 7 millions. Mais ça à 7 millions. OK, donc 6 zéros, comme ceci, si je me trompe, OK, résolution. OK, là, regardez, vous voyez que Amérique du Nord, sa bande vient littéralement d'exploser toutes les autres valeurs qu'on avait. D'accord? Donc, la variation des éléments, ou du moins, la barre de progression dépend intrinsèquement de la valeur qui est contenue dans la cellule. Donc là, c'est une illustration de la mise en forme conditionnelle. D'autres cas de figure peuvent être utilisés, d'accord, de mise en forme conditionnelle. Ça peut être le cas si je lance ce fichier, par exemple, de planning. OK, d'accord. Ici, c'est de la mise en forme conditionnelle. Je vais légèrement zoomer ça. C'est de la mise en forme conditionnelle également. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quand je vais mettre une activité, d'accord, je vais mettre par exemple, je vais mettre chaînage tout simplement. Regardez, chaînage. Qu'est-ce que vous constatez? Déjà, une mise en forme se fait ici. Une coloration du contenu de la cellule et d'autres formats s'appliquent. Si je supprime ce qui est à l'intérieur, ça s'efface. Donc, la mise en forme qui est appliquée dépend du fait qu'il y ait une valeur ou pas dans cette cellule. Donc, c'est de la mise en forme conditionnelle. Également, quand je vais mettre une date, d'accord, je vais borner des dates. Je vais mettre par exemple la date de ce jour, le 15 février 2024, et que je vais mettre un nombre de jours, peut-être 8 jours, d'accord? Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que j'ai ici une coloration partant du 15, puisque si je fais une projection là, on a bel et bien 15, partant du 15 et qui couvre les 8 prochains jours. Donc, si je modifie le nombre de jours et que je passe ça, par exemple, à 18, vous allez voir qu'on passe de... La bande va se colorer un peu plus. Donc, tout ça, ce sont des éléments de mise en forme conditionnelle et qu'on aura le temps de voir beaucoup plus en profondeur. Donc, c'était à peu près ça. Allô? Pardon? Oui, allô? Ouais, je peux revenir sur le. C'est-à-dire que habituellement, quand on veut faire ce genre de tableau de suivi, de planning là, Oui, on le fait de façon manuelle, les oui, colorations. oui. Mais là, vous voyez que ce n'est pas manuel. Il suffit juste de borner les dates. Il suffit de mettre une date de début, spécifier le nombre de jours sur lesquels l'activité sera repartie. Et voilà, la coloration va se faire. Là, je peux mettre une autre activité. Je vais mettre la date, par exemple. Je vais mettre une date qui n'est même pas du tout la date de ce jour. Je vais mettre, par exemple, euh, le 17 mars, d'accord, 17 mars 3 2024 plutôt. Et on considère que l'activité va se dérouler sur 11 jours. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va scroller tout simplement vers la droite et vous allez voir que ça commence effectivement à partir du 17 mars. Si je fais une projection à partir du 17 mars, je n'ai pas eu à faire la coloration manuellement, ça se fait automatiquement. Donc c'est toujours de la mise en forme conditionnelle. Et puis le nombre de jours correspondant aussi s'affiche automatiquement, c'est Voilà, ça? le nombre de jours, c'est ça. Le nombre de jours. En fonction du nombre de jours que vous définissez ici, si je mets 7 par exemple, vous allez voir que ça va se réduire automatiquement. D'accord. Vous voyez, ça va se réduire, tout simplement. Donc, c'est un peu ça, la mise en forme conditionnelle. Et ça, ce sont des mises en forme conditionnelles qui sont gérées par des règles. Puisque si je me rends dans l'outil de mise en forme conditionnelle, gérer les mises en forme, d'accord, vous allez constater que c'est une règle modifiée. C'est une règle que j'ai mise en place qui permet de déterminer où est-ce que la coloration doit commencer et où est-ce qu'elle doit finir. Et donc, ici, j'ai utilisé plusieurs éléments d'Excel, comme ce qu'on dit, vous a montré des références absolues et des références mixtes. D'accord? Quelque part, il y a des colonnes qui sont bloquées, d'autre part, des lignes qui sont bloquées. D'accord? Et en fonction d'un ensemble de critères, il y a le résultat qui est bel et bien rapatrié. OK. Ok, ça marche. Bon, donc je pense que nous sommes au terme de la session d'aujourd'hui.
On a vu dans les grandes lignes tout ce qu'on devait voir. Donc, pour faire un sommaire rapide, on a vu les plages nommées, les références de cellules, les graphiques Sparkline, les recherches, la combinaison, en tout cas, le versus recherche V et index équive, les principales fonctions de recherche pour toutes les versions antérieures à 2021 et 365 et quelques cas d'usage de mise en forme conditionnelle. Donc, en gros, voici ce que nous avons vu au cours de cette session. La session sera bien évidemment disponible sur notre canal Teams avec toutes les autres sessions précédentes comme nous avons l'habitude déjà de le faire. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent avoir accès au canal de formation, nous avons un canal dédié dans lequel tous les webinaires, toutes les formations que nous avons eu à faire précédemment sont bien évidemment sauvegardées, ce qui vous permet bien évidemment de pouvoir toutes les suivre à la chaîne. Et bien évidemment, ce webinaire aussi sera ajouté à cette liste qui commence de plus en plus à devenir quand même assez longue. Elle sera aussi disponible sur notre page YouTube. Et vous pourrez donc profiter et directement suivre la formation, suivre le replay directement sur notre page YouTube. Donc, je vais présenter ça rapidement. Donc, pour le moment, bon, je vais mettre chaîne. Donc, Tu peux aller directement dans les abonnements. OK, ouais, effectivement, ça, c'est plus rapide. Oui, je peux montrer ça directement sur mon PC. OK, d'accord. Parce que, bon, j'avoue que j'ai regardé pas mal de trucs récemment, donc il y a le référencement qui me gêne. OK. Donc, je vais partager mon écran un instant. OK. Donc là, si je viens sur mes abonnements, voilà, je vais scroller là. À compta, OK, voilà. c'est ça. Donc, nous avons, voilà, il y a 2 vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne. On a le webinaire de la fois dernière, d'accord? Et on a également le webinaire de présentation de nos différentes activités. Donc, notre ligne d'action de cette année et le webinaire de la fois dernière. Donc, le webinaire de ce jour également sera rajouté d'ici demain à la chaîne et vous pourrez la consulter et voilà, la consommer à votre guise. OK. Oui. Ok, si vous le permettez, je prends la parole. Je suis à mon vous ai pris au vol. Hein. Il faut dire du retard. Je m'en vais demander est-ce que ces webinaires sont téléchargeables ou bien c'est seulement en version à suivre simplement sans pouvoir les. Sur YouTube, vous avez la possibilité de le télécharger. D'accord, c'est comme. Vous avez la possibilité de le télécharger. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Je tiens aussi, entre-temps, à rappeler que nous avons lancé récemment une campagne de formation, une session de formation au cours de laquelle nous avons décidé, au regard des nombreuses difficultés que rencontrent la plupart de nos abonnés, la plupart de ceux qui viennent participer à nos webinaires, de nous recentrer sur les fonctions liées au classique Excel. Donc, ces fonctions-là, nous avons fait cette fois-ci, d'habitude, hein, nous travaillons exclusivement sur les fonctions du moderne Excel, mais le constat est que beaucoup de personnes utilisent encore les versions 2013,
2016 et 2019 d'Excel. Et nous avions pour habitude d'inciter tout le monde à aller vers les versions 365 d'Excel, mais naturellement, ce sont des versions qui sont sur abonnement et qui ont un certain coût. Mais il faut tenir compte des avantages ô combien substantiels que ces formations nous proposent, que cette version d'Excel nous propose. Et donc, nous avons décidé de lancer une nouvelle campagne de formation sur l'usage des fonctions du classique Excel pour réaliser tout ce que nous venons de faire. Comme vous avez pu le voir, nous n'avons utilisé au cours de cette session aucune fonction du moderne Excel, d'accord? Nous n'avons utilisé aucune fonction du moderne Excel. On a utilisé exclusivement des fonctions du classique Excel. Donc, vous pourrez reproduire sans grande difficulté tout ce que vous venez de voir directement dans votre, avec vos classeurs Excel. En tout cas, si vous utilisez des versions 2013, 2019 et 2016 d'Excel. Donc, au cours de cette session-là, nous avons décidé de parcourir un certain nombre de fonctions et avec pour objectif de vous aider à utiliser les fonctions de calcul d'Excel, faire les récupérations, découvrir davantage les mises en forme conditionnelles et les calculs conditionnels, ainsi que les graphiques et tableaux croisés dynamiques. Donc, les versions 2013, 2016, 2019 et ceux qui ont les versions 2021 et 365 peuvent y participer. Le programme est divisé en 7 modules. Un module pour l'introduction au logiciel, un deuxième module sur les formules et fonctions de base, celles que nous venons de découvrir, notamment somme, moyenne, produit, NB, si, etc., etc. La structuration des données, comment constituer des bases de données, comment gérer les bases de données, toutes les techniques et fonctionnalités liées, bien évidemment, aux bases de données, notamment, par exemple, les plages nommées dynamiques et tout ce qui tourne autour, les fonctions conditionnelles et les fonctions logiques, si ou science, etc., que nous avons utilisées au cours de ce tutoriel, de ce webinaire plutôt, et bien évidemment, naturellement, les fonctions de recherche que nous avons vues brièvement, mais que nous allons découvrir davantage au cours des webinaires, au cours de la formation, comme les fonctions gauche, droite, st, inst, trouve, etc. Toutes ces fonctions-là qui nous permettent de manipuler du texte, ainsi qu'une petite introduction au moderne Excel, au palliatif pour celles et ceux qui disposent de fonctions du moderne Excel. Et puis le classique graphique et tableau croisé dynamique. Donc, qu'on va voir, utilisation des graphiques pour mettre en relief les données, exactement comme ce que j'ai fait ici, à partir duquel, lorsque vous modifiez tout simplement l'article en question, vous avez une modification complète des données qui figurent. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu de modification substantielle normalement. Quand le graphique change, voilà, quand les données changent, l'ensemble des informations qui figurent sur le graphique aussi sont modifiées dynamiquement. Ça, derrière, c'est les plages nommées dynamiques, ainsi que la fonction index equif qui a été utilisée pour mettre en place cet outil-là, ce petit graphique très, très, comment j'appelle ça, ce graphique dynamique, tout simplement, parce que le titre même du graphique change en fonction des données qui sont présentées, si vous faites attention. Donc, on va découvrir au cours de cette session comment mettre en place de telles choses, comment mettre en place de tels classeurs, d'accord, de telles fonctionnalités dans un classeur, ce qui vous permettra bien évidemment d'améliorer votre performance, d'améliorer votre productivité au boulot et tout simplement de mieux maîtriser Excel que dans la plupart des usages que vous en faites actuellement. Donc, voilà ce que nous avons prévu pour vous. La session de formation commence le 2 mars. Si j'ai bonne mémoire, ça commence le 2 mars, donc dans à peu près 2 semaines. Donc, vous avez le temps de vous y inscrire encore. Elle coûte 45 000 francs avec la possibilité d'obtenir 20% de réduction si vous faites partie des 10 premiers à valider votre inscription. Pour le faire, nous allons déposer à nouveau dans le forum un lien d'inscription. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent y participer et qui ne sont pas encore inscrits, vous pourrez directement aller dans le forum et procéder à votre préinscription
nous vous contacterons ensuite en privé pour valider l'inscription. L'inscription se fera exclusivement via une plateforme web, notre site web que nous sommes en train de développer en ce moment, où nous présenterons davantage les avantages de cette formation-là pour vous et chacun des chapitres que nous allons y aborder. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Nous remercions celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. On vous souhaite de passer une agréable soirée, une bonne fête de Saint-Valentin, même si c'est déjà passé d'une journée, et bien de choses à vous et à vos familles respectives. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK, Oui. donc, oui? Oui, monsieur Andy Spiro, si vous permettez. Oui. C'est quoi la différence entre les graphiques classiques et les graphiques Sparkline? Les graphiques classiques sont intégrés dans des objets. D'accord? Les graphiques classiques sont intégrés dans des objets et naturellement, pour les mettre en place, vous faites mettre sous forme de graphique, etc. Par contre, les graphiques Sparkline, ce sont de petits graphiques, mais qui sont intégrés directement dans des cellules Excel. C'est la différence entre les deux. D'accord? Donc, les graphiques Excel, les graphiques classiques, d'accord, sont mis en place, sont mis dans des formes. Tandis que les graphiques Sparkline sont, eux, par contre, intégrés dans des cellules. Donc, c'est principalement la différence entre les deux. Donc, vous ne pouvez pas représenter, vous ne pouvez pas, par exemple, agrandir facilement un graphique Sparkline parce qu'il n'est pas intégré dans une forme. Alors qu'un graphique classique, vous pouvez l'étendre, le couper, le déposer où vous voulez, procéder à beaucoup de personnalisation. Voilà, surtout, ça c'est aussi un autre aspect, beaucoup de personnalisation sur le graphique classique, alors que sur le graphique Sparkline, vous ne pouvez pas vraiment procéder à des personnalisations parce que c'est mis là à titre illustratif. C'est pour vous donner une idée. D'accord. OK. Donc, Merci. oui? Oui, merci, c'est bien. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va mettre fin à la session du jour. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se retrouve prochainement pour de nouveaux tutos. Allez, à très vite.